Bonjour à tous et bienvenue pour notre 7e forum santé qui va être dédié aujourd'hui au sommeil. Sans plus attendre, je cède la parole à Lionel Laparade, rédacteur en chef de la Dépêche du Midi. Oui, bonjour à tous et bonjour à nos lecteurs qui sont présents aujourd'hui au siège de la Dépêche du Midi et puis bonjour à nos lecteurs qui nous regardent à distance et peut-être de leur lit, je ne sais pas, pour suivre ce septième Lab Santé. Est-ce que vous avez bien dormi d'abord? Je me permets cette question un peu personnelle. Pourquoi? Bien parce qu'il s'agira d'évoquer le sommeil aujourd'hui à l'occasion de ce 7e Lab Santé organisé par la Dépêche du Midi avec ses partenaires. Pour l'occasion, nous accueillons 3 spécialistes qui vous seront présentés un petit peu plus tard. Ces spécialistes, je les remercie. Ils viendront nous parler donc de l'importance, bien entendu, du sommeil, du rapport entre bon sommeil et bonne santé. Et puis, ils évoqueront également les difficultés aujourd'hui que nous avons à bien dormir dans nos sociétés évoluées. On a l'impression, en effet, que plus une société évolue et moins on dort bien. La faute à quoi? La faute, sans doute, à la part exponentielle des écrans dans nos vies, au stress. Rappelons-nous que 3 Français sur 4, pendant la crise du Covid, indiquaient avoir des problématiques de sommeil. De tout cela, il sera question. Et puis surtout, le plus important, c'est que nos spécialistes nous confirmeront qu'un bon sommeil n'est pas forcément une cause perdue et qu'on peut arriver aujourd'hui à bien dormir. Je leur cède la parole tout de suite. Merci Lionel. Avant de commencer, donc, je remercie les partenaires du Lab Santé, le réseau Orpea, le CHU de Toulouse, les cliniques Elsan de Saint-Orens et Ambroise Paré, la Ligue contre le cancer et les laboratoires Pierre Fabre. J'en viens à nos 3 invités du jour qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et qui répondront aussi à toutes vos questions en fin de programme. Nous recevons le docteur Rachel Debs, qui est neurologue, spécialiste du sommeil au CHU de Toulouse, le docteur Sandrine Pontier, qui est pneumologue au CHU de Toulouse, et le docteur Francis Ray, médecin coordonnateur des établissements Orpea en région Occitanie. La première question, elle est toute simple. Pas besoin de chercher très loin sur Internet pour trouver trace du mauvais sommeil des Français et de statistiques en tout genre. Avant même la crise, 60% des Français indiquaient mal dormir. 70%, voire même 78%, je crois, disent moins bien dormir qu'avant. En 30 ans, on a perdu 1h30 de sommeil. Question simple, à quoi est dû ce mauvais sommeil, ce si mauvais sommeil des Français? Docteur Debs, peut-être. Faites passer un micro. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, en l'espace de 25 ans, on a perdu 1 heure de sommeil. Et donc si on se met un peu plus en perspective, on a perdu même plus d'1 heure de sommeil. Et c'est multifactoriel. Alors c'est sûr que notre société est de plus en plus connectée, qu'on a de plus en plus, on veut tout rentabiliser et on n'est pas prêt au lâcher prise. Et dans ce sens-là, le moment du coucher devient un moment qui doit être extrêmement rapide. Et on considère que le sommeil est du temps perdu. Donc dans ce cadre-là, on n'est pas les bonnes conditions pour s'endormir comme il faut. Et on estime que rogner sur le temps de sommeil permet de faire beaucoup d'autres choses. Et ceci impacte surtout les personnes qui sont longues dormeuses, puisque malheureusement, on est programmé pour dormir, que ce soit de manière longue ou de manière courte. Et les personnes longues dormeuses, dont il faut 9 à 10 heures de sommeil par jour, ont du mal à s'organiser dans leur vie de tous les jours pour pouvoir intégrer ces besoins de sommeil. Ça aussi, il y a une forme d'injonction aussi à la durée de sommeil. On dit qu'il faut dormir 7-8 heures, peut-être un peu plus pour les jeunes. Est-ce qu'il y a des règles comme ça où finalement c'est du cas par cas et à chacun a son propre rythme de sommeil? Alors la difficulté de la prise en charge des troubles du sommeil, c'est qu'ils sont individuels. Et comme je vous le disais, chacun a ses besoins propres qui sont déterminés génétiquement. Donc il faut arriver à déterminer ses besoins propres et à partir de ce moment-là, on peut du coup vous aider dans cette prise en charge. Pour vous donner un exemple, pour bien savoir vos besoins de sommeil, il faut se donner 15 jours de congé d'affilée. Et au terme de ces 2 semaines, vous allez avoir une idée de si vous êtes plutôt couche-tôt ou couche-tard et de votre besoin, nombre d'heures de sommeil. Et ce qui élimine un peu de fausses croyances avec des gens qui estiment qu'il faut dormir 8 heures. Il y a certains qui ne dorment que 6 à 7 heures et d'autres qui ont besoin de plus. Docteur Pontier, vous, quelles sont les causes finalement de ce mauvais sommeil? Oui, vous en avez indiqué un certain nombre. Les causes, en effet, sociétales, avec l'injonction à plus de performance, etc., etc.
ce qui a été cité tout à l'heure, hein, les écrans, éventuellement la pratique du sport, hein, qui peut se faire aussi un peu trop tardivement dans la journée, voire en début de soirée, qui n'est pas forcément un élément très pourvoyeur de sommeil, et éventuellement la consommation de certains toxiques comme le tabac par exemple, la soirée, etc. Donc il y a tout un tas de facteurs comme ça qui favorisent la mauvaise qualité de sommeil et la diminution du temps de sommeil. Et le stress de nos sociétés, de nos vies actives. Alors, le stress, bien évidemment, rentre en ligne de compte. Après, je pense durant toutes les périodes, il y a eu des éléments de stress. Hein, ouais, mais c'est vrai que je pense que ce qu'on disait, hein, l'injonction sociétale avec la demande de performance, c'est quelque chose qui est assez prégnant dans notre société actuelle. D'accord. Docteur Ray, vous occupez, entre guillemets, plus particulièrement des personnes âgées. Alors déjà, peut-être une idée reçue, est-ce que c'est vrai qu'on dort de moins en moins, plus on avance dans la vie? Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi déjà? Alors déjà, vous essayez de me faire répondre à la question que j'allais vous poser dans quelques minutes. Voilà. Oui, il y a une réelle problématique du sommeil sur la personne âgée, puisqu'on considère que pratiquement 2/3 de notre population accueillie dans l'institution présente des troubles du sommeil, que ce soit de l'insomnie, de l'hypersomnie, voire de la somnolence diurne dans la journée. Donc c'est une grosse problématique, surtout qu'elle est très mal vécue, très mal ressentie, que l'insomnie est vraiment délétère pour la personne âgée à tous les points de vue. On sait tous ce que déclenchent les pathologies neurodégénératives dans les troubles du comportement et les troubles cognitifs de la personne âgée. Et on a identifié l'insomnie comme étant un facteur aggravant majeur. Je crois que vous voulez nous alors présenter aussi des documents. N'hésitez pas, bien sûr, allez-y, que ça soit un petit travail que nous avons réalisé sur le sommeil, la spécificité du sommeil de la personne âgée. Alors ce ne sera pas exhaustif et je vais essayer d'être rapide. En gros, la problématique, c'est répondre à deux questions. Est-ce qu'il y a, et voilà, vous avez déjà entamé le process, est-ce qu'il y a une réelle problématique du sommeil chez la personne âgée? Nous allons essayer d'y répondre ensemble. Et si oui, est-ce que c'est une fatalité? Alors les grandes perturbations du sommeil chez la personne âgée, voilà. Alors le bon sommeil, je ne vais pas dire le sommeil normal, mais on va dire le bon sommeil, puisque comme l'a dit un de mes confrères, c'est vraiment très personnel, c'est individualisé. Alors on considère en gros que quelqu'un qui s'endort en moins de 60 minutes, qui dort à peu près 7 heures ou plus, qui n'a pas plus de 2 micro-réveils dans la nuit, et qui se réveille le matin en étant reposé, on va dire qu'il a bien dormi. Voilà. En gros, c'est ça le bon sommeil. Alors l'insomnie, elle concerne 40% des plus de 75 ans, et comme vous le disiez très justement, 2/3 de la population des personnes âgées accueillies en EHPAD posent des problèmes du sommeil, et 70% de cette population dort le jour, c'est-à-dire fait des siestes de plus de 30 minutes, ce qui, on le sait, est perturbateur du sommeil diurne. La personne âgée, au fil de l'évolution de sa vie, va passer de plus en plus de temps au lit, et globalement, elle va voir son temps de sommeil effectif se réduire. Et son délai d'endormissement s'allonger. Donc il met plus de temps à s'endormir, il dort moins longtemps et il reste beaucoup plus longtemps au lit. Ça, c'est l'évolution naturelle. Le sommeil va être fragmenté. Je vous disais qu'il ne fallait pas plus de 2 micro-réveils. En fait, il y en aura beaucoup plus au fil de l'évolution de la vie. Le sommeil qui est en plusieurs phases, mais nos confrères sont plus spécialisés que moi là-dedans, vous le diront. Les phases où on récupère vraiment, c'est les phases 3 et 4, sont très diminuées chez la personne âgée. Les couchers sont plus précoces et les réveils plus matinaux, on appelle ça l'avance de phase. Quelqu'un va se coucher à 20h, par exemple, ou 20h30, va se réveiller à 3h du matin s'il a dormi 7 heures, et va penser qu'il a mal dormi, qu'il est insomniaque, alors qu'il aura eu ses 7 heures de sommeil. Voilà, systématisation de la sieste, c'est bien la sieste, mais il ne faut pas qu'elle dépasse 30 minutes, sinon elle devient délétère. Et ensuite, chez la personne âgée, donc on rentre pleinement dans votre question. Voilà, qu'est-ce qui va majorer tous ces troubles chez la personne âgée? C'est l'inconfort, et en premier, on va dire la douleur. La douleur est un facteur important d'insomnie chez la personne âgée. L'incontinence aussi, je pense que quand on a une protection, quand cette protection elle est souillée, et quand on a uriné pendant la nuit, si on ne prend pas garde et si on laisse ça se pérenniser, ça va être générateur d'inconfort et d'insomnie. La vie en institution, on a beau essayer de s'adapter au mieux,
Ben, la vie dans une institution, elle est rythmée par les petits déjeuners, les prises de médicaments. Alors peut-être moi, j'aimerais bien me lever que vers 10h, 10h30, mais quand même, petit à petit, on va m'inciter à me réveiller tous les matins à 7h30. Donc c'est sûr que c'est perturbant. Toutes les maladies neurodégénératives vont perturber le sommeil. Et la plus connue étant la maladie d'Alzheimer, où ces gens-là vont perdre très vite le cycle circadien, à savoir d'alternance de veille et de sommeil. L'anxiété, la dépression, mais je pense qu'on en reparlera, c'est un facteur majeur, surtout pour nos personnes âgées qui sortent de confinements successifs. Voilà, la dépression est un gros facteur d'insomnie. Et il faut vraiment le diagnostiquer parce que ça, pour une fois, on sait le soigner. Voilà, les syndromes Jeanne d'Arrepos, les apnées du sommeil, on en reparlera aussi. J'ai fait un petit focus sur les apnées du sommeil, mais on en reparlera. Voilà, le manque d'activité physique, ben oui, les confinements, ça a vraiment limité les gens. Le déficit de lumière et certains médicaments, je pense qu'on en reparlera aussi. Voilà. Et si vous voulez, peut-être on se gardera pour la fin, peut-être la perturbation du sommeil est spécifique chez les personnes âgées. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est une fatalité? On y répondra peut-être un petit peu plus tard, si vous voulez. Très bien, parfait. Faisons un petit peu de pédagogie avant de continuer. On parlait des phases du sommeil. Alors, qui peut nous retourner dans vos années d'études, qui peut nous raconter les différentes phases du sommeil et quelles sont celles finalement qui sont le plus perturbées aujourd'hui pour nous? À quel moment de notre sommeil on est le plus perturbé? Alors, si on revient sur l'organisation d'une nuit dite normale, vous allez d'abord vous endormir en sommeil lent léger, c'est-à-dire que votre activité cérébrale va se mettre à ralentir. Vous allez avoir des mouvements oculaires qui sont dits lents, pendulaires. Vous errez un peu au niveau du regard. Vous avez vos muscles qui vont se relâcher. On parle de diminution du tonus musculaire. Et progressivement, vous allez passer du sommeil lent léger au sommeil lent profond, le fameux sommeil de stade N3 dont parlait mon confrère, qui est le sommeil lent profond et qui est le sommeil qui est le plus récupérateur au niveau de l'organisme. Et suite à ce sommeil lent léger puis profond, vous allez faire du sommeil paradoxal, qui est le sommeil de rêve, où vous avez une activité cérébrale beaucoup plus rapide, d'où le terme de paradoxal, parce que c'est comme de la veille, mais ça n'en est pas finalement. Et vous allez constituer comme ça un cycle. Et vous enchaînez ces cycles de sommeil lent léger puis profond, puis sommeil paradoxal, tout au long de la nuit. Chaque cycle va souvent se terminer par un petit éveil et vous enchaînez. À l'heure actuelle, les gens ont du mal à s'endormir comme il faut, parce que pour s'endormir, il faut mettre toutes les conditions adéquates. On reste des êtres humains, des êtres sociaux, et on est issu du règne animal. Donc pour s'endormir, il y a un temps, un délai qui est incompressible pour pouvoir que l'organisme se mette en phase de sommeil. Et ça prend 1 à 2 heures. Ce qui veut donc dire, c'est que si vous avez une activité intellectuelle intense avant de vous coucher, vous n'allez pas vous endormir comme il faut. Sandrine Pontier disait que le sport est aussi une activité de l'éveil. Donc si vous faites ça jusqu'à 22 heures le soir, il vous faudra 2 heures pour vous endormir. Donc voilà, déjà, rien que sur ça, des éléments importants. Et comme je vous disais, comme on est dans une société de la rentabilité, que tout doit être rentabilisé, avant de se coucher, un certain nombre de patients mettent en revue tout ce qu'ils ont à faire dans la journée à venir. Et au cours de la nuit, quand ils vont s'éveiller, ils vont se remettre en veille. Or, pour que le sommeil soit réparateur, il faut que vous lâchiez prise et que le cerveau prenne la main de manière automatique pour pouvoir se restaurer. Voilà en gros comment s'organise une... D'accord. Alors, parlons-en aussi tout de suite. Un nouvel élément est venu s'ajouter à ces problèmes ces dernières années, c'est les écrans. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ces écrans-là. Donc effectivement, on regarde des écrans de plus en plus tard, jusqu'à l'endormissement, voire même on lutte contre le sommeil pour finir une série ou ce qu'on est en train de regarder. Dites-nous, vous, en tant que spécialiste, quels dégâts finalement provoque ce visionnage d'écran aussi tard le soir, docteur Pontier peut-être? Il y a au moins deux éléments à considérer. C'est quand on est devant un écran, on est absorbé par ce qu'on est en train de regarder théoriquement, voire de travailler, parce qu'on travaille aussi sur des écrans et on ne fait pas que regarder des choses. Donc on va avoir une activité cérébrale qui va être stimulée par cela. Et donc, comme vient de le dire Rachel, après, on va avoir du mal à rentrer dans une phase de repos, en fait. Et puis ensuite, il y a la lumière, la lumière de ces écrans, qui est une lumière stimulante,
qui maintient en fait certaines zones du cerveau en éveil et qui empêche ensuite ou qui retarde en fait la mise au repos. C'est la fameuse lumière bleue, c'est ça? C'est la fameuse lumière bleue. Alors je ne sais pas, peut-être que Rachel a peut-être plus de précision à apporter parce que c'est plutôt son domaine que le mien. Mais, En fait, quand vous êtes éveillé au cours de la journée, votre rétine perçoit la lumière du soleil avec la gamme de fréquences bleues. Et c'est ça qui donne l'élément, l'information au cerveau que l'on est éveillé. Donc si vous êtes face à une lumière bleue au cours de la soirée, et a fortiori dans le noir, donc le cerveau va recevoir que celle-ci de lumière bleue, il a donc l'impression qu'on est en pleine journée. Et il ne libère pas la fameuse mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc de garder cet écran dans le noir, c'est une erreur. Et c'est encore plus une erreur de dire je prends la mélatonine. En fait, simplement par le comportement, on peut régler le problème. D'accord. Je voudrais vous lire un témoignage d'un professeur, puisqu'on travaille souvent, nous, en rédaction, sur ces problématiques d'écran, et notamment pour les jeunes. Et un professeur de collège qui nous avait écrit il y a quelques temps, et j'ai ressorti sa citation, qui nous parle pour ses élèves, à cause d'un mauvais endormissement ou d'un mauvais sommeil, de capacité de concentration et de mémorisation réduite, d'un temps de travail personnel très réduit, d'un état de fatigue permanent, d'une incapacité à écrire une phrase correcte, même chez les meilleurs élèves, un vocabulaire minimum. Ceux qui arrivent à un livre en entier sont devenus une minorité. Est-ce que, d'après vous, c'est exagéré ou c'est un constat que vous pouvez aussi faire, vous, quand vous recevez votre patientèle? Alors, dans ce que rapporte le professeur, il y a deux éléments. Il rapporte des difficultés attentionnelles chez les enfants, dont une partie peut effectivement être due au manque de sommeil, puisque au cours des phases de sommeil, lent, léger et surtout le sommeil lent profond, c'est là où l'organisme, tous les organes, et y compris le cerveau, vont se restaurer. Donc si vous diminuez la qualité ou la quantité de sommeil, forcément ça a un impact sur les performances intellectuelles. Mais en plus de ça, dans ce qu'il mentionne, c'est que désormais les enfants ont pris l'habitude avec les écrans de passer et de balayer. Et le temps d'attention désormais des collégiens, il est de 7 minutes d'affilée. Ils ne savent pas se mettre sur quelque chose de statique pendant longtemps, et la lecture en fait donc partie. Et dans les jeunes, vous, que vous recevez, quel est le profil type, j'ai envie de dire Désormais, c'est la majorité. Il n'y a pas plus de profils. C'est tous les enfants qui sont concernés. On avait fait une étude avec une interne de médecine générale il y a quelques années. Il y avait des enfants de 6 à 12 ans qui avaient jusqu'à 4 écrans dans la chambre. Et en fait, c'était le nombre d'écrans qui faisait que l'endormissement était de moins bonne qualité et qui avait un impact sur la qualité du sommeil. D'accord. Docteur Ray ? Oui, peut-être juste intervenir, puisqu'on parle de la lumière, de ne pas résumer le côté délétère de la lumière, puisque il y a un gros travail qui est fait, un groupe de travail chez nous qui s'appelle Somnor-PA, sur lequel on a beaucoup travaillé sur l'huminothérapie. Ouais. Voilà. Alors certes, la lumière bleue est très délétère, mais par contre, la luminothérapie, bien utilisée, est un très bon moyen de lutter contre l'insomnie. Voilà. Et la lumière dans la journée, qui rythme la veille, le sommeil, le cycle circadien et la mélatonine, comme vous le disiez très justement, voilà, c'est de ne pas renvoyer une image délétère de globalement de la lumière, pour se dire qu'elle nous rend bien service et qu'elle peut être thérapeutique si elle est bien utilisée. Y compris de la lumière pour s'endormir ? Non, c'est plutôt la lumière du réveil. Voilà. C'est 30 minutes de lumière mais bien adaptée le matin. D'accord. Voilà, on sait que ça stimule la fabrication de la mélatonine. Juste pour faire un petit point là-dessus, on aime bien maintenant s'entourer de plein d'outils connectés, plein de choses, la luminothérapie. On a quand même la chance d'habiter à Toulouse. Et il suffirait en fait de mettre des belles terrasses au niveau des maisons de retraite et on aurait peut-être simplement réglé le problème. Et tout ça pour dire aussi, c'est qu'on pourra mettre des écrans de luminothérapie, mais si on met des filtres bleus sur les lunettes, le problème restera entier. Et à l'heure actuelle, il y a toute une industrie sur un business sur cette lumière bleue, à mettre les filtres sur les téléphones, les filtres sur les lumières, même sur les implants de cataracte, où il y aura peut-être des choses à rediscuter. Ça veut dire que, parce que ça fait un petit moment qu'on en parle de la lumière bleue, quand même, les fabricants n'ont pas fait d'efforts sur leurs écrans pour qu'ils soient moins agressifs et moins nocifs pour nous. Il y a encore une fois tout un développement, un marché là-dessus. Ouais. Mais il n'y a pas d'étude qui a montré que ça fonctionnait. D'accord. Parce qu'en fait, comme disait Sandrine tout à l'heure, non seulement il y a la lumière, mais il y a l'addiction liée à l'outil. Et donc c'est difficile à ce moment-là de faire la part des choses. D'accord, très bien. Alors parlons d'insomnie, évidemment, qui est le
peut-être le trouble le plus important actuellement. Alors j'ai lu, franchement, c'est au gré de la préparation, qu'on n'a pas toujours dormi d'une seule traite finalement, que le sommeil monophasique n'a pas toujours été, ça vous fait rire, n'a pas toujours été, et que finalement les anciennes générations, je ne sais pas jusqu'où il faut remonter, avaient un sommeil plus fractionné, au moins un sommeil en 2 fois. Qu'est-ce qu'on en dit de ça ? Est-ce que le fait de se réveiller une fois dans la nuit, c'est signe d'insomnie ou pas ? Ou comment à partir de quel moment on peut parler d'insomnie ? Docteur Pontier. Alors, je le répète, je ne suis pas trop spécialiste de l'insomnie en soi, mais bon, déjà, comme l'a dit Rachel, le sommeil, il n'est pas en une seule phase. Il y a des cycles avec des phases de sommeil, on va dire oscillant. Je vais vraiment très, très schématiser, mais on va passer de sommeil léger à sommeil profond, sommeil paradoxal, et ça tout au long de la nuit. Donc, il y a des moments où on va avoir éventuellement des micro-éveils. Ensuite, on a tous expérimenté le fait de se réveiller dans la nuit, ne serait-ce que pour boire ou que sais-je. Là où on va parler d'insomnie en cours de nuit, c'est lorsque on va avoir des difficultés pour se rendormir et où cette perception devient pathologique et récurrente. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une nuit je vais me réveiller et que je vais mettre une demi-heure à me rendormir qu'on va parler de pathologie. On va parler d'insomnie réelle lorsque ce phénomène se répète et devient récurrent au cours de la vie. Donc, si je me lève une fois toutes les nuits et que je me rendors, je ne suis pas du tout insomniaque. Alors, se réveiller une fois toutes les nuits et qu'on se rendort immédiatement, si ça n'apporte pas de contraintes dans la vie de tous les jours et si ça ne perturbe pas la vigilance dans la journée, ça ne me paraît pas forcément pathologique. D'accord. Docteur Hay, je crois que j'ai vu passer dans votre présentation, 40% des plus de 75 ans souffrent d'insomnie. Non, de troubles du sommeil. De troubles du sommeil. sommeil. Et j'ai vu que ce chiffre-là était supérieur encore en établissement. Ouais, pourquoi ? Comment on explique ce décalage-là ? C'est un petit peu, si vous voulez, de façon physiologique, la personne âgée dort moins longtemps, dort moins bien, puisqu'il y a moins de phase 3, de phase 4, il y a le sommeil récupérateur, et il met plus de temps à s'endormir, et il se réveille plus souvent. C'est pour ça que je vous disais qu'on n'avait pas de définition du sommeil normal, mais on va dire que pour se donner un ordre d'idée, en gros, on estime que quelqu'un qui met moins de 60 minutes à s'endormir, qui dort plus de 7 heures, qui ne se réveille pas plus de 2 fois, et s'il se réveille et qu'il se rendorme dans les 30 minutes, et s'il a une sensation de repos, d'être reposé le matin au réveil, on va dire que c'est quelqu'un qui dort relativement bien. Après, il faut bien voir qu'il y a quand même de fausses plaintes d'insomnie, y compris chez la personne âgée. Et je vous donnais l'exemple de la personne qui se couche à 20 heures, qui dort jusqu'à 3 heures du matin et qui va dire à son médecin, docteur, donnez-moi quelque chose, je ne dors pas. Ouais. Et ça, c'est quand même une plainte qui est fréquente. Et donc, à nous, à savoir en discuter de façon pluridisciplinaire pour justement mettre en exergue le fait que peut-être il faut retarder un petit peu le coucher. Ouais. Essayer de changer un petit peu ses habitudes. Voilà. Mais les facteurs aggravants, oui, ils sont physiologiques et liés à la prise en âge, ils sont liés à la maladie, ils sont liés à l'inconfort, ils sont liés, comme je le disais, à l'entrée en institution qui, malgré tout, génère des règles de vie qui ne sont pas toujours celles qu'avaient nos résidents avant de rentrer en institution. Il y a quand même beaucoup de facteurs aggravants à l'insomnie et qui font émerger peut-être plus d'insomnie qu'il ne devrait y en avoir, bien sûr. Et c'est peut-être à l'institution aussi de s'adapter. Docteur, vous parliez de terrasses. Bien sûr. J'ai vu certains établissements qui laissaient finalement les pensionnaires complètement libres de leur temps de leur journée, qui pouvaient manger plus tôt ou plus tard. Ça, c'est peut-être la solution pour... Mais bien sûr, je pense s'adapter, c'est ce que on y reviendra peut-être un petit peu sur les solutions, puisque je vais répondre à ma deuxième question. Non, c'est pas une fatalité l'insomnie. Non, je pense qu'on peut vraiment lutter contre, qu'on peut sortir de cette règle insomnie égale hypnotique, qui est ô combien délétère chez nos personnes âgées, qui est un réel problème, qui est vraiment un problème pour nous et pour nos résidents. Voilà, on peut sortir de ça, mais si vous voulez, c'est sur une approche multifactorielle, en jouant sur la qualité d'endormissement, sur l'environnement, sur les médicaments qui sont pris par la personne âgée. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir. Comme vous le disiez très justement, bien sûr, dans la journée, il faut sortir nos résidents. C'est pour ça qu'on a des jardins. Et même par temps froid, on va bien les couvrir, on va les habiller, mais il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils soient à la lumière naturelle. Tout ça, c'est un ensemble de choses qui vont améliorer la situation.
D'accord. On en vient aux effets, parce qu'on n'en a pas encore parlé. C'est quoi finalement les effets d'un mauvais sommeil, du plus léger, j'allais dire, au plus grave, parce qu'il peut y avoir des effets assez délétères? Alors, comme je vous disais, le sommeil, c'est la phase de repos de tous les organes. Donc, vous pouvez les prendre un par un et vous allez avoir les répercussions. Alors, on avait parlé, là, vous aviez mentionné le témoignage d'un professeur. Donc, effectivement, il y a les performances cognitives et surtout attentionnelles, le fait de rester concentré. L'exemple du volant, par exemple, des accidents de la route, c'est en grande partie lié à ça. On est moins concentré et où on peut s'endormir au volant, par exemple. Vous avez du mal à apprendre des choses. Si vous passez sur les points qui posent souci à l'heure actuelle, c'est l'obésité, le diabète de type 2. À savoir que si vous ne dormez pas en quantité et en qualité suffisante, vous allez avoir plus facilement tendance à aller vers le gras, le sucre et le sel, puisque c'est ce que le cerveau aime bien. Et du coup, ces aliments qui ne sont pas les meilleurs pour la santé, vous allez prendre en quantité supplémentaire, en bougeant moins, et votre capacité d'assimilation de l'organisme va être moins bonne. Et ce sont bien sûr les États-Unis qui sont intéressés à ça, qui se sont rendus compte qu'en parallèle de la diminution de la quantité de sommeil, l'épidémie d'obésité augmentait. Et c'est d'autant plus marqué que les personnes sont jeunes. Donc un enfant qui dort pas suffisamment, principalement en quantité, va plus facilement avoir des répercussions au niveau de son poids. Ça, c'est démontré. Après, vous pouvez avoir, donc, je l'ai dit, donc, le cerveau, tout ce qui est poids, métabolisme, sucre, etc. Après, vous avez la même chose sur les capacités immunitaires. C'est que si vous ne dormez pas assez ou pas en qualité, vous allez avoir plus facilement des infections. Vous allez attraper tous les virus qui traînent. Ça, c'est démontré également. D'accord. Quelque chose à rajouter là-dessus? C'est vrai que c'est un point très très important. On ne se rend pas compte souvent, on va noter des journées fatiguées ou des choses comme ça, mais ça peut avoir aussi des effets à plus long terme et plus graves sur le corps, quoi. Un dernier point, Ouais. parce que les études sont claires maintenant, les personnels qui travaillent de nuit, donc un rythme qui n'est pas du tout physiologique, c'est-à-dire pas du tout normal pour l'organisme à contre-temps, en fait, eux vont plus facilement développer des cancers, parce que pareil, l'organisme a du mal à se réparer la nuit. D'accord. Oui, juste pour dire, si on revient sur la personne âgée, si vous voulez, on est dans un engrenage, on rentre très vite dans un engrenage où on sait que toutes les maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer qui est la plus fréquente, accentuent les troubles du sommeil. Et dans le même sens, le trouble du sommeil va aggraver les troubles cognitifs générés par la maladie. Et on rentre très vite dans une boucle d'auto-aggravation. Et donc, il est très important pour nous, vous connaissez tous nos limites thérapeutiques vis-à-vis des maladies neurodégénératives, il est très important de lutter contre l'insomnie de façon à ne pas être un facteur aggravant de nos troubles cognitifs. D'accord. On en vient aussi au traitement. Aujourd'hui, comment on soigne tout ça? Vous me disiez en préparant cette émission, Dr Debs, que la prise en charge médicamenteuse n'avait plus forcément le vent en poupe. Comment on soigne les troubles du sommeil aujourd'hui? Alors, ce dont on avait parlé, c'est qu'effectivement, toutes les prises en charge médicamenteuses, tous les somnifères qui avaient eu le vent en poupe dans les années 90, avec certaines molécules qui commencent par un Z, sont plus du tout à l'ordre du jour. On est plutôt axé sur le comportement, et a fortiori avec les problèmes avec les écrans, pour pouvoir donner les bons réflexes aux personnes qui connaissent les bons signaux que leur fournit leur organisme pour dire c'est l'heure d'aller se coucher, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et en les aidant, en faisant ce qu'on appelle des thérapies cognitivo-comportementales pour les guider à retrouver les bons comportements vis-à-vis du sommeil. D'accord. Si j'arrive mal à dormir, je viens vous voir. C'est quoi un protocole classique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la prise en charge? Comment ça se passerait? Alors si on prend la personne la plus fréquemment qui demande à consulter, à savoir un insomniaque, qui a tendance à se coucher tôt parce qu'il est fatigué et qui rentre le soir du travail épuisé, il va se coucher tôt, mais en fait il n'a pas sommeil. Il faut distinguer la fatigue et la somnolence. Et de la même façon, quand il va se réveiller le matin, il va plutôt rester au lit en disant « ça me fait du bien ». En fait, il faut compresser le temps passé au lit, le limiter, pour que quand vous soyez au lit, vous ne fassiez que dormir. Et de la même façon, si au cours de la nuit, il y a un éveil qui est long, il ne faut pas regarder l'heure, vous êtes dérangé, c'est pénible, il vaut mieux se lever et faire autre chose en dehors de la chambre, parce que sinon le cerveau assimile le lit à un moment désagréable, et dès que vous rentrez dans la chambre, vous avez déjà l'anxiété qui monte, rien qu'à vous dire « je vais passer une mauvaise nuit ». D'accord. La mélatonine, on en parlait tout à l'heure, on peut la prendre en médicament ou en complément alimentaire. C'est quelque chose
qui peut fonctionner ou Oui, ça marche. pas? Ouais, enfin, au moins, je parlerai sur la personne âgée, ça marche. Ouais. Et elle nous rend de grands services. Donc, puisqu'on reparle des hypnotiques qui commencent par un Z, effectivement, on utilise de moins en moins. Il nous arrive malheureusement d'être obligés, sur des phases aiguës, d'en utiliser. Voilà. Mais il faut utiliser la bonne molécule, celle qui a le moins d'effets secondaires, qui est le plus vite éliminée. Et surtout pour une période brève. Il faut que la prescription d'hypnotique, ce soit un contrat entre le médecin et son patient en disant, voilà, je vous le prescris parce que je ne peux pas faire autrement actuellement, mais on l'arrêtera dans 3 semaines. On sait que passé 3 à 4 semaines, ces médicaments-là s'accumulent dans l'organisme, ne servent strictement plus à rien, par contre ont des effets délétères. Voilà, donc on parlera peut-être un petit peu des prises en charge non médicamenteuses qui sont développées, mais ça c'est vraiment un axe majeur. Dans les prises en charge non médicamenteuses, je peux vous livrer peut-être une petite expérience, un travail qu'on avait fait sur une non-résidence à Toulouse, où on avait demandé aux Blues Roses, qui sont des gens qui intervenaient auprès des enfants dans les hôpitaux, et qui ont eu l'idée de nous contacter, de venir travailler avec nous dans un de nos EHPAD, et ils accompagnaient les personnes âgées au moment d'endormissement, en leur faisant de la lecture, en faisant des massages des mains, en leur faisant de l'aromathérapie, en leur faisant des petits moyens. Et on a fait ça sur 2 ans. Et alors, bien sûr, ce n'est pas significatif parce que c'est à petite échelle, mais on avait noté une amélioration du sommeil, une amélioration des fonctions cognitives et surtout une diminution de prescription et de consommation d'hypnotiques. Voilà, et je finirai juste un mot pour la mélatonine. Nous, la mélatonine a un gros intérêt. C'est justement ces personnes âgées qui prennent, quand elles rentrent en institution, qui prennent des hypnotiques depuis des années. On a beaucoup de mal et c'est très compliqué pour les médecins traitants de les arrêter. Et la mélatonine nous aide bien parce qu'on a des procédures qui nous permettent. On vous enlève votre hypnotique, mais on vous propose autre chose. Et la mélatonine marche bien dans le sevrage des hypnotiques. Je ne sais pas ce que vous confirmerez. Je ne sais pas si vous avez l'expérience chez le jeune. Chez la personne âgée, ça marche. Allez-y, c'est intéressant. Chez le jeune, en fait, il n'a pas de carence en mélatonine. Donc juste, il va retarder le pic de mélatonine en utilisant les écrans ou en ayant une hygiène de vie qui n'est pas adaptée. Donc elle n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun. D'accord. Et a fortiori chez les enfants. Donc D'accord. ça, c'est vraiment à noter. Les cas bien particuliers où il y a besoin de mélatonine chez les individus de moins de 55 ans, c'est les gens qui ont un problème neurologique, donc une atteinte cérébrale. Et chez les enfants, c'est dans le même cadre, les enfants qui ont des troubles du spectre autistique. En dehors de ces contextes-là, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux expliquer à votre enfant que la tablette, elle ne rentre pas dans la chambre le soir, ni le téléphone, et vous aurez un endormissement de qualité. Et pour rebondir sur ce que disait le docteur Ray sur l'endormissement, il ne faut pas oublier qu'on met en place en fait, un rituel dès la petite enfance, et c'est ça en fait, qui va conditionner tout. Donc il faut apprendre aux jeunes à s'endormir, à trouver leur technique d'endormissement, que ce soit par la relaxation, que ce soit par la lecture, que ce soit par un moment de câlin. Et en fait, c'est ce que retrouvent les personnes âgées dans le protocole qui vient d'être décrit et qui, du coup, facilite l'endormissement. Mais on repasse par l'humain, et pas par la technique. On passe aussi par le bon sens, finalement. Dans tout ce que vous nous expliquez, les choses semblent très logiques. Alors pourquoi il y a autant de difficultés alors que finalement les solutions semblent si simples? Lâcher prise. Voilà, c'est ça. D'accord, on en revient à ça. D'accord. Une pathologie aussi qui est apparue récemment, en tout cas pour le grand public, ces dernières années, et qui revient énormément, on a reçu énormément de questions sur ce sujet-là, c'est l'apnée du sommeil. Voilà. Docteur Pontier, parce qu'il y en a qui sont concernés peut-être, expliquez-nous ce qu'est l'apnée du sommeil et qu'est-ce qu'elle fait courir comme risque et comment aussi on peut la traiter. Alors, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est une maladie qui consiste à arrêter de respirer durant la nuit, durant des périodes plus ou moins longues. On considère qu'une apnée, c'est plus de 10 secondes d'arrêt respiratoire. Donc, on arrête de respirer et l'organisme est quand même bien fait, c'est-à-dire que le cerveau, entre guillemets, va se réveiller, ça va donner un micro-éveil et on va se remettre à respirer. Donc, on ne fait pas une apnée extrêmement prolongée, on se réveille au bout d'un moment. Mais ces phases de micro-éveil nous font remonter dans un stade de sommeil léger, voire de réveil. Et donc, on va avoir une moins bonne qualité de sommeil. Et lorsque ces apnées se répètent plusieurs fois durant la nuit, à une certaine fréquence, ça va devenir pathologique, c'est-à-dire qu'on va avoir une qualité de sommeil qui va être moindre, donc un retentissement dans la journée avec de la somnolence dans la journée. Et ensuite, à chaque phase d'apnée, on va avoir aussi une souffrance des autres organes, avec notamment le cœur qui va s'emballer un petit peu pour apporter suffisamment d'oxygène au
aux autres organes, et donc on va avoir des moments de tachycardie, donc où le cœur va taper plus fort, ou des phases d'hypertension aussi qui peuvent se manifester. Et à quoi elles sont dues ? D'abord, quelles sont les causes de ces... Alors, il y a plein de causes aux apnées du sommeil. Il peut y avoir des causes comme l'obésité, par exemple, qui est une des causes fréquemment retrouvées, mais il peut aussi y avoir des causes structurelles à chaque individu, donc avec des malpositions ou alors avec des grosses amygdales, par exemple. Chez les enfants, on peut avoir des apnées qui sont liées à des grosses amygdales. Il peut y avoir des médicaments qui favorisent aussi les apnées. Voilà, il y a plein de... L'alcool ou le tabac peut jouer aussi, ou une mauvaise alimentation. Oui, alors l'alcool et le tabac parce que ça va provoquer une inflammation au niveau des voies aériennes, et puis l'alcool aussi qui provoque, qui majore en fait le relâchement des muscles qui peuvent favoriser ces apnées. Donc c'est vrai que le fait de fumer le soir ou de consommer de l'alcool le soir va majorer les ronflements ou l'arrêt respiratoire, donc l'apnée. Et les conséquences, elles peuvent être aussi cardiovasculaires. Alors il y a plein de conséquences. La première conséquence, c'est la somnolence de la journée. C'est ça qui est essentiel. Et donc il y a un grand nombre d'accidents de la voie publique ou d'accidents du travail qui vont être liés à cette somnolence et éventuellement à des apnées. Mais il peut y avoir aussi des conséquences en effet cardiovasculaires avec de l'hypertension, avec, comme l'a dit Rachel, de toute façon un moins bon sommeil va favoriser le diabète aussi. Donc on va avoir des diabètes qui vont être moins bien équilibrés et l'obésité. Donc l'obésité génère de l'apnée, mais le fait de moins bien dormir va aussi aggraver ce phénomène d'obésité. Et comment on traite cette maladie spécifique ? Alors pareil, il y a quand même un certain nombre de traitements pour ça. Alors premièrement, les choses essentielles, c'est l'amaigrissement, la perte de poids. Ça, c'est quelque chose qui est assez essentiel, mais on ne peut pas promettre à quelqu'un qu'il n'aura plus d'apnée s'il maigrit, parce qu'il peut y avoir d'autres causes, comme je vous l'ai dit. Et donc ensuite, on a des techniques instrumentales, on va dire, qui permettent d'avancer les voies aériennes et donc de donner un meilleur calibre aux voies aériennes. C'est ce qu'on appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'est un appareil qu'on met dans la bouche pendant qu'on dort pour essayer d'ouvrir les voies aériennes. Et enfin, donc lorsqu'on a des apnées qui sont plus sévères, on va avoir une machine qu'on met la nuit pour respirer, qui va envoyer de l'air, et cet air permet d'ouvrir les voies aériennes et d'éviter de faire des apnées. C'est ce qu'on appelle la PPC, la pression positive continue. D'accord. Docteur Rey, chez les personnes âgées, c'est aussi un trouble qu'on voit fréquemment ? Oui, je crois que l'incidence, c'est 4% de la population. C'est de la population générale, mais plus on vieillit, plus cette incidence... Tout à fait. Mais on estime qu'elle est probablement proche de 8 à 10% chez la personne âgée, souvent mésestimée, souvent non diagnostiquée, pour des problématiques spécifiques, puisque les bilans d'apnée du sommeil font appel à des polygraphies ou des polysomnographies, qui sont des examens difficiles à faire chez une personne âgée, c'est un petit peu maltraitant, donc on hésite à les faire. Que la prise en charge, comme vous en parliez, les PPC, c'est aussi compliqué de mettre en place chez une personne âgée qui les tolère souvent mal. Il y a un gros travail donc, fait par le groupe Somno-Européa là-dessus, pour essayer justement de voir toutes les autres prises en charge possibles chez la personne âgée. Je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais on sait très bien, si vous voulez, que les gens qui font des apnées du sommeil somnolent beaucoup dans la journée, ça on en est certain, mais on est en train d'essayer de trouver dans les statistiques des chiffres nous incitant à penser qu'il y a une incidence directe sur la survenue d'accidents vasculaires cérébraux chez la personne âgée. Ça c'est sûr et certain. Donc ça c'est une voie de recherche, une voie de travail sur laquelle on est en train de faire quelque chose. D'accord. Docteur Debs, peut-être sur ce sujet, vous avez... C'est vrai que c'est revenu, on a reçu des dizaines et dizaines de questions autour de l'apnée du sommeil. Sur l'impact des apnées du sommeil au niveau des AVC, par exemple ? Oui, par exemple. Ouais. Sur les AVC, parce que c'est ma partie également en tant que neurologue, ils peuvent être favorisés soit par un encrassement des vaisseaux, par des dépôts de cholestérol, ou par en fait des troubles du rythme cardiaque. Donc le cœur qui se met à battre de manière régulière. Et au décours des événements respiratoires, comme l'a dit, expliqué Sandrine, vous avez le cœur qui va s'accélérer. Et avec l'âge, il va se mettre à s'accélérer mal
Et donc, on a des troubles du rythme cardiaque favorisés par les apnées en fin de nuit. Donc, dépister les apnées permet de réduire la survenue de ces troubles du rythme cardiaque et par là, la survenue d'accidents vasculaires cérébraux. D'accord. Vous en avez parlé plusieurs fois dans vos interventions. L'alimentation, elle semble jouer un rôle quand même très important pour un bon sommeil. Est-ce qu'il y a des aliments ou des choses qu'on peut consommer qui freineront peut-être le mauvais sommeil ou qui encourageront le bon sommeil ? Alors, Question ouverte. non, mais clairement, de toute façon, faire un gros repas le soir avant de se coucher, c'est pas bon. Enfin, Ouais. ça paraît logique. Hein, ça va entraîner une dépense d'énergie importante pour la digestion. Hein, et donc, globalement, il ne faut pas consommer d'éléments. Un gros repas riche et calorique le soir avant de se coucher. Ça paraît logique. Et ensuite, des aliments excitants, pas trop, mais le café, par exemple, le café le soir. Ouais. Et je parlais du tabac qui n'est pas un aliment, Ouais, mais en tant que pneumologue, je peux pas passer outre. bien sûr. Le tabac est un excitant Mhm. qui favorise une mauvaise qualité de sommeil. Donc fumer le soir après... fumer, c'est jamais bon, déjà. Mais fumer le soir après 19 ou 20 heures, c'est pas bon du tout. Non. D'accord. La pratique physique aussi, on parlait du sport tout à l'heure. À quelle heure il faut arrêter le sport pour bien dormir ? Combien de temps avant l'endormissement ? Alors, nous, on recommande, on a des consignes strictes pour éviter puisque les gens consultent pour un mauvais sommeil. Donc, on leur a dit pas après 18-19 heures. D'accord. Compliqué. Compliqué. Voilà. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites du sport jusqu'à X heures, vous ne pourrez pas vous endormir avant 2 heures après la fin du sport. Parce qu'en fait, en faisant un exercice physique, votre température corporelle elle va monter. Et pour s'endormir, il faut qu'elle baisse. Donc, pour qu'elle revienne à la normale, il faudra 2 heures. D'accord. Je voudrais aussi vous entendre sur la période qu'on vient de traverser, cette période du Covid, ou qu'on traverse encore d'ailleurs, ces confinements de l'année 2020 qui ont visiblement entraîné là aussi un dérèglement du sommeil des Français, l'angoisse de la maladie, toutes ces choses-là. Est-ce que vous, en tant que professionnel, vous avez effectivement la répercussion de cette période qu'on vit ? Est-ce que vous voyez plus de malades, des pathologies un peu différentes ? Voilà, comment vous analysez cette période-là, docteur Pontier? Alors, moi, je suis pneumologue, donc oui, les maladies un peu différentes et les séquelles du Covid, j'en vois, mais plutôt sur le plan respiratoire. Sur le plan neuropsychique, ça c'est clairement Rachel qui va répondre. Nous, on n'est pas du tout... on est plutôt dans la pathologie respiratoire. Là. Ouais. Actuellement, les demandes de consultation pour des troubles du sommeil ont explosé. Ouais. Ça fait partie des dégâts collatéraux de la période qu'on traverse, notamment chez les jeunes, les adolescents et préadolescents. En fait, comme je vous disais, si on revient aux fondamentaux, tout bête, on reste des êtres humains, on est des individus sociaux. Et le fait d'enlever les interactions sociales fait que clairement, ça a eu un impact sur l'humeur et de fait sur le sommeil. Et comme je vous avais expliqué initialement, il faut sortir, prendre la lumière du soleil, faire une activité physique en journée. Et du fait de la crainte liée au virus, beaucoup de personnes sont restées cloîtrées chez elles, donc anxieuses avec les chaînes info qui alimentaient de tout ce qu'il y avait, qui n'aidaient pas à sortir de tout ce contexte-là. L'alimentation qui du coup se retrouvait sur l'alimentation qui rassure, donc qui n'aidait pas non plus à aller bien. Et l'anxiété qui montait de ce point de vue-là. Donc tout ça a fait que des mauvaises habitudes ont été prises et qu'il va y avoir beaucoup de travail pour aider à améliorer les patients de ce point de vue-là. Et qu'il m'est arrivé de faire des demandes de dérogation pour que les gens puissent sortir plus d'1 heure de chez eux, notamment des personnes âgées avec des pathologies neurologiques, parce que le simple fait de marcher 2 heures plutôt qu'1 heure leur faisait du bien psychologiquement, physiquement et qu'ils s'endormaient mieux. D'accord. Sur les personnes âgées, justement, oui, bien sûr. Oui. Je pense que nous avons pris de plein fouet ces phases de confinement successifs et que pour les personnes âgées, ça a été très délétère, bien sûr, puisque tous les facteurs favorisant le sommeil étaient diminués et tous les facteurs qui pouvaient aggraver l'insomnie, si vous voulez, étaient majorés. Il y avait le stress, comme vous le disiez très justement, le stress permanent, quasi permanent, le fait d'être coupé de leur famille lors des périodes de confinement, le fait d'avoir moins d'activité, le fait de moins sortir et donc d'être moins soumis à l'ensoleillement et à la lumière naturelle. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on
qu'on a vécu pendant le confinement. Et par contre, maintenant, si vous voulez, a posteriori, puisque la situation, grâce à Dieu, s'arrange, elle est en train de s'arranger, au moins dans nos EHPAD, on a à faire face à, si vous voulez, j'appellerais ça un syndrome de désadaptation post-confinement. Ce sont des gens qui ont réduit leur activité, qui ont vécu de façon réduite, si vous voulez, qui ont réduit tout ce qu'ils faisaient habituellement. Et maintenant, il faut les réapprendre à vivre normalement en fonction de leurs capacités. Ça, c'est très difficile. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. On fait un gros travail actuellement sur les syndromes dépressifs. On estime qu'il y a beaucoup de dépressions qui ont été générées par ces différentes phases de confinement. Et la dépression, je l'ai dit il y a un petit moment, on a déjà parlé, la dépression est un facteur majeur d'insomnie chez la personne âgée. Donc c'est très important de les diagnostiquer, de les dépister, de mettre en place tous les moyens non médicamenteux possibles, mais aussi les médicaments, puisque là, on a quand même des thérapeutiques efficaces. D'accord. Ce qui veut dire que quand on reviendra à la normale, espérons qu'on y revienne vite, ça sera je parle moins en population générale, ça ne sera pas automatique, le retour des habitudes d'avant, des bonnes habitudes d'avant ne sera pas automatique? Il faudra encourager la population à reprendre les bonnes habitudes d'avant, effectivement. Mais ça reste encore difficile à l'heure actuelle parce qu'on est avec la pression liée au virus et le problème des lieux clos et rencontrer du monde. Est-ce qu'il faudrait des interactions sociales pour pouvoir aller mieux psychologiquement? Et est-ce que vous êtes soumis à des patients qui souffrent de Covid long? On sait que l'un des symptômes, c'est cette fatigue permanente, même cette incapacité finalement à reprendre une activité professionnelle ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez dans votre patientèle ce type de syndrome-là, nouveau par la force des choses? Moi, je laisse la parole à Sandrine, parce que je n'ai pas été amenée à en voir beaucoup, moi, à titre personnel. Oui, il y en a. Alors nous, c'est pareil, au niveau du CHU et en pneumologie, on a plutôt des gens qui ont des Covid longs avec des symptômes respiratoires. Mais globalement, en effet, il y a tout un tas de cortèges de symptômes qui accompagnent tout cela, avec des fatigues récurrentes, avec des problèmes à l'effort, des adaptations à l'effort, des choses comme ça, qui se voient en effet. Et, alors après, en termes de chiffrage, je peux pas vous dire exactement où on en est. Et comment on le traite? Alors, comment on le traite? Parce que là, tout est nouveau, quoi. Donc, oui, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, soit on trouve un fondement pathologique. Donc, par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui a fait un Covid qui garde des séquelles respiratoires claires, par exemple sur le scanner ou sur la radio. Et à ce moment-là, on va travailler avec des médicaments éventuellement ou avec ce qu'on appelle de la réadaptation à l'effort, refaire de l'activité physique. Puis, il y a des gens qui ont des symptômes pour lesquels on ne va pas trouver de fondement à l'imagerie, par exemple, ou sur les explorations du souffle. Et à ce moment-là, là encore, on peut faire un petit peu des réadaptations à l'effort aussi, mais d'une autre façon, avec des kinés qui peuvent aider. Puis ensuite, il y a aussi, donc on l'a évoqué tout à l'heure, le cortège psychologique, avec les séquelles psychologiques qui peuvent se manifester par des éléments physiques. Et donc là, ça peut être une prise en charge psychologique, psychocomportementale. Une dernière question, alors qui n'a rien à voir, mais j'ai vu, Dr Debs, que vous aviez participé à l'expérience Dreams avec Thomas Pesquet dans l'espace pour analyser un petit peu le sommeil des astronautes. Quels peuvent être les résultats de cette expérimentation et surtout, quelle utilisation on peut faire pour nos sommeils de terriens? Alors, le but de cette expérience était en fait de valider un outil plus simple que ce qu'on a sur Terre pour enregistrer le sommeil. Et on s'est fondé sur un bandeau déjà existant, développé par une société française, qui est la société Dream, qui au départ était développée pour le grand public. Et cet outil a l'avantage d'être très simple au niveau de la mise en place. Donc vous mettez en l'espace de 10 secondes, contrairement à un enregistrement de sommeil où au CHU, par exemple, il faut 3/4 d'heure de pause. Et avec surtout des éléments qui seront des déchets dans l'espace et qui posent souci. Donc le but de l'expérience était de valider que ça fonctionne avec l'environnement technique de l'ISS, ce qui a été le cas. Et l'élément le plus fascinant, c'était qu'on arrivait à récupérer les données en un temps record. Je veux dire, sur le lendemain, quasiment, on avait les données.
Et l'idée, c'est donc d'avoir un outil qui permet, dans des conditions extrêmes, d'enregistrer facilement le sommeil. Et l'entreprise qui a développé ce bandeau a aussi développé un algorithme, donc un logiciel pour faire simple, qui analyse de manière très efficace le sommeil et donne un rendu très vite de l'organisation du sommeil. Alors on va se limiter à tout ce qui est phase de sommeil et pas les événements respiratoires. C'est du domaine de la recherche encore par cette entreprise. Et en tout cas, on a validé l'outil. Après, pour ce qui est des données de sommeil, elles sont propres à Thomas Pesquet. Donc, on va discuter après, parce que ce n'est pas sur un individu qu'on peut avoir des données robustes. Il faut qu'on enregistre d'autres, et ça va continuer. L'aventure se poursuit à l'heure actuelle avec l'astronaute allemand Thomas Maurer. D'accord. Et en apesanteur, on a les mêmes rythmes de sommeil, c'est les mêmes phases, ou qu'est-ce qui change? Et non, parce que dans l'ISS, en fait, les cycles de sommeil sont de 90 minutes. Donc, ils voient le soleil se lever et se coucher 16 fois par jour. D'accord. La lumière, donc, n'est pas pareille, elle n'est pas naturelle. La température n'est pas la même non plus, elle est constante, plutôt aux alentours de 21 degrés, alors que nous, elle va varier dans la journée. Comme vous parliez, l'apesanteur, c'est pas pareil. Et les études qui ont eu lieu depuis début des années 70 jusqu'à maintenant montrent dans l'espace que vous avez plutôt un sommeil de plus courte durée, plus fragmenté, avec moins de sommeil de rêve. Donc le sommeil de rêve qui est lié aux émotions, donc les cauchemars qu'on peut faire sans dire que c'est forcément du cauchemar, ça on ne peut pas le dire nous en interprétant la nuit. Et quand les astronautes reviennent sur Terre, il y a un rebond de ce sommeil de rêve. D'accord. On rêve pas dans l'espace? On rêve moins. On rêve moins. Très intéressant. Selon les études qui étaient anciennes, mais avec les difficultés qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas des enregistrements au quotidien, par exemple. Bien sûr. Et avec cet outil-là, on va peut-être avoir des données plus fiables, plus robustes, et avec un autre regard de ce qui se passe là-haut. D'accord. Une dernière question avant de laisser la parole au public. On voit, enfin, on entend en vous écoutant que ce problème du sommeil est un problème quand même majeur dans notre société. Est-ce que vous pensez qu'il est suffisamment pris en compte par les pouvoirs publics, par les autorités, ou est-ce qu'il faudrait en faire plus? J'ai vu que le mauvais sommeil coûtait 100 milliards d'euros par an à la collectivité en divers frais. Est-ce qu'il faut en faire plus? Est-ce qu'il faut en faire une cause nationale? Est-ce qu'il faut davantage sensibiliser les gens à mieux dormir, à mieux s'endormir, puisque on parlait aussi de l'endormissement? Est-ce qu'il faut en faire plus? En faire plus, je pense que oui. Enfin, il faut toujours en faire plus pour la santé, j'allais dire. Donc oui, forcément, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire en plus. Ensuite, je pense qu'il y a des choses qui sont déjà faites. Par exemple, dans les écoles, on a quand même des exemples d'éducation à la santé et d'éducation au sommeil qui se font quand même dans des écoles auprès de jeunes enfants. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Il y a quand même des avertissements réguliers sur le danger des écrans, etc. etc. Et ensuite, je pense que la prise en charge du sommeil, ça fait partie du bien-être global de la population. Et donc, quand on parle de santé au travail, par exemple, ça a un lien avec le sommeil. Par exemple, dire qu'on n'envoie plus de mails professionnels à partir de, 18h, 19h, 20h, je ne sais pas, qu'on n'envoie pas de mails professionnels le week-end, etc. Ça fait partie aussi de la gestion ensuite d'un bon sommeil. Mais après, oui, je pense qu'on peut faire plus, probablement. Mais que c'est aussi à chacun de se prendre en charge. On a parlé de conseils assez simples. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Tout au long de cette heure. Et je pense que chacun peut appliquer ces conseils et déjà, on aura, à mon sens, un résultat. Docteur Ray. Oui, je crois que ça demande beaucoup de bon sens. Voilà, déjà. Après, il y a un progrès énorme. Je suis un médecin relativement âgé maintenant. Et j'ai vu l'évolution au fil des années, en particulier dans notre pratique médicale. On a beaucoup évolué et tous les médecins maintenant sont bien sensibilisés au côté. Il y a la iatrogénie liée aux hypnotiques. Donc on voit vraiment que les choses changent, que les soignants changent.
que nos résidents, nos patients, nos personnes âgées, elles aussi sont quand même beaucoup plus informées et changent leurs habitudes, modifient certaines habitudes délétères. Donc je crois qu'il y a quand même beaucoup, je ne sais pas si vous confirmez, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années. Alors comme vous le disiez très justement, on peut toujours faire mieux, hein, ça c'est évident. Et si on a peut-être un instant, je vous parlerai peut-être de quelques innovations technologiques qui viennent, comment dirais-je, conforter notre prise en charge et améliorer peut-être la prise en charge de l'insomnie. Docteur Debs, sur ce point. Comme disait Sandrine, je pense qu'il faut, dès la petite enfance, en fait, expliquer comment se passe un sommeil et que les personnes qui sont en train de se constituer, donc ces enfants, apprennent à s'endormir. Et que ça, je pense qu'on pourrait, dès la naissance, dès l'arrivée d'un enfant au sein d'une famille, sensibiliser les parents et expliquer déjà un peu comment est-ce que ça se passe. Et en fait, cet accompagnement-là, dès l'arrivée d'un enfant, on pourrait le faire mieux, et expliquer déjà comment ça va se passer au cours de la vie, les choses à faire, à pas faire. Et du coup, on aide beaucoup les futurs parents, l'être en devenir, et on limite le recours à certaines choses par la suite qui sont pas forcément nécessaires. Merci à vous. On va peut-être passer à quelques questions du public, s'il y en a. Sinon, moi, j'en ai plein. Je peux vous dire que, franchement, j'en ai jamais autant reçu. Si vous avez des questions, on va peut-être faire circuler un micro. Je vous le prends. Tiens, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Non? Moi, j'en ai quelques-unes. Alors, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut faire une sieste dans la journée? Et si oui, de combien de temps? Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Alors, il faut se mettre dans le contexte si vous êtes insomniaque ou pas. Si vous êtes insomniaque, il faut vraiment limiter parce que derrière, c'est du temps de sommeil que vous prenez sur votre nuit. La sieste, comme vous l'avez dit, pas plus d'une demi-heure. Moi, je tendance à dire plutôt 15 à 20 minutes. Comme ça, on est sûr que vous n'allez pas aller vers le sommeil non profond et du coup avoir du mal à émerger, comme si vous n'arriviez jamais à vous réveiller. Au-delà donc de 20 minutes et a fortiori 30 minutes, vous faites sommeil lent profond et quand vous arrêtez, en fait, votre organisme il a l'impression qu'il a démarré une nuit. Vous tirez le frein à main et vous avez du mal à savoir où est-ce que vous en êtes. Alors pour autant, faire une sieste, c'est pas mauvais. Il y a des gens qui font des siestes plus longues. Culturellement, les Espagnols ou les Grecs, ils font des siestes. Mais c'est parce qu'ils ont organisé leur journée différemment. On revient sur votre question précédente qui était le sommeil pas forcément monophasique, mais polyphasique ou biphasique. C'est-à-dire qu'il s'était adapté à l'environnement, au fait qu'il fait très très chaud en journée. Et on prenait un peu d'heures de sommeil qu'on mettait en début d'après-midi. Et du coup, ça permet de veiller plus tard le soir. D'accord. Je fais souvent des cauchemars qui me réveillent en sursaut et m'empêchent de me rendormir. À quoi est-ce dû? Le sommeil de rêve, donc le sommeil paradoxal, c'est le sommeil qui travaille les émotions. C'est qu'il y a des émotions qui n'ont pas été digérées en journée, que ce soit le jour même, quelques jours avant, ou même dans votre histoire de vie qui est compliquée. Ça, on peut traiter spécifiquement le mauvais rêve ou le cauchemar? Ça se traite, ce n'est pas des médicaments, sauf s'il y a un syndrome dépressif associé, mais c'est arriver à vider toutes ces émotions qui ont été accumulées pendant possiblement quelques jours ou des années. Soit vous discutez avec quelqu'un, vous échangez, soit vous l'écrivez, soit vous le peignez, mais il faut que ça sorte. D'accord. J'ai 35 ans et je souffre d'impatience aux jambes qui me font me tourner dans le lit pendant de très longues minutes, voire qui m'obligent à me lever. À quoi est-ce dû? Des impatiences, c'est une espèce de courant électrique dans les jambes, c'est ça? Alors, les impatiences, en fait, c'est des sensations désagréables. Le soir, au moment du coucher, vous êtes obligé de vous lever pour pouvoir calmer ces phénomènes. Donc, ça peut être dû à une carence en fer, donc, que ce soit lié à l'alimentation ou parce que vous avez tendance à ne pas avoir un taux de globules rouges suffisamment élevé, ou ça peut aussi être dû à un terrain familial prédisposant. D'accord. Que pensez-vous du Miracle Morning qui consiste à se réveiller 1 à 2 heures avant son réveil habituel pour se consacrer à des activités inspirantes et gratifiantes? Je crois que ça nous vient des États-Unis. Ça permet de mieux aborder sa journée. Gadget ou ça peut avoir... Je crois que depuis tout à l'heure, on parle de quantité de sommeil correcte. Je pense que si on se tire du lit exprès et qu'on raccourcit encore sa durée de sommeil pour faire quelque chose et pour qu'il y ait une injonction entre guillemets à faire quelque chose, même si c'est gratifiant, je ne suis pas sûre que ce soit bien.
Après, si dans notre rythme de vie et notre rythme de sommeil, on se réveille spontanément à telle heure et que on peut profiter du laps de temps qu'on a avant d'aller travailler, par exemple, pour faire quelque chose qui fait plaisir, oui. Mais si c'est mettre le réveil et sortir en rampant du lit pour le plaisir de faire du yoga, je ne suis pas certaine que ça ait un bénéfice sur la santé. Justement, j'y pense comme ça. Entendre le réveil et pas se lever tout de suite et attendre avant de se lever, ça c'est une journée qui commence mal forcément. Non. 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 Ça dépend vraiment de me rassure, la c'est façon qu'on a de se réveiller. Enfin, voilà, si notre façon d'être, c'est de mettre le réveil volontairement une demi-heure avant et de traîner et de le faire sonner plusieurs fois Ouais. parce qu'on est programmé comme ça, on va dire, c'est bien. Si par contre, on met le réveil et que on sort du lit une demi-heure plus tard, en retard, et en galopant tout le reste de la matinée, ça va être Ouais. désagréable. Ça va, très bien. Docteur Ray a une question. La fréquence des troubles de sommeil est-elle un facteur favorisant les maladies dégénératives? Alors, favorisant, je ne m'avancerai pas là-dedans, voilà. Mais aggravant, oui, bien sûr, puisque j'en ai déjà parlé précédemment. Oui, bien sûr, la maladie neurodégénérative, dont la maladie d'Alzheimer la plus fréquente, génère des troubles du sommeil en perturbant surtout le rythme circadien. Et ce sont des gens qui ont tendance à somnoler dans la journée et à être insomniaques la nuit. Ça, on le voit très vite. Et par voie de conséquence, l'insomnie elle-même aggrave les troubles cognitifs générés par la maladie. Donc on rentre dans une espèce d'engrenage d'auto-entretien et d'auto-aggravation. Donc ça crée, non, ça aggrave, oui. D'accord. Peut-on devenir dépendant aux somnifères? Une vraie dépendance physique? Dans la mesure où il s'agit de fameuses molécules avec un Z ou des apparentés des anxiolytiques, oui. Ouais. C'est pour ça que c'est pas le médicament, enfin c'est pas le recours aux médicaments qu'on préconise à l'heure actuelle. D'accord. Oui, oui, on peut attester, puisque nos résidents qui rentrent, les personnes âgées qui rentrent chez nous, souvent prennent des hypnotiques Z, voilà, comme on les nomme, depuis des mois, voire des années. Et c'est très compliqué pour générer un sevrage, c'est très difficile. La dépendance, elle est sûrement psychologique, plus que physique, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Une question qui m'intéresse, est-ce que le bruit de la journée pour nos enfants à l'école influe sur leur endormissement ou leur mauvais endormissement le soir? Le fait d'avoir eu un environnement bruyant? Ouais, à l'école notamment. Non, pas à ma connaissance. C'est l'environnement surtout quand vous allez vous coucher qui est important. D'accord, pas dans la journée. Dans la journée, enfin à ma connaissance, encore une fois, sur l'environnement, non, sauf s'il génère un stress et d'autres choses, mais c'est pas ça qui ressort quand on voit les enfants. D'accord. Et une dernière question, très étonnante, mais je vous la pose quand même. J'ai reçu la vaccination avec du Moderna. Depuis, je ne dors plus. Existe-t-il une relation entre la vaccination anti-Covid et les insomnies? Ça dépend comment est-ce qu'on le vit psychologiquement quand on va se faire vacciner. Ça peut juste être un stress psychologique et qui favorise les insomnies derrière. En tout cas, le sérum en lui-même, en tout cas, pas de... Il n'y a pas de raison qu'il y ait d'effet physiologique Sur le sommeil. sur le sommeil. sur le sommeil. Très bien, mais ça sera le mot de la fin. Merci à vous de votre participation. Merci à vous. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. C'est la fin de ce Lab Santé. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.